Collègues, nous allons débuter nos travaux et aujourd'hui, l'ordre du jour appelle l'examen du rapport de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé, dont les rapporteurs sont M. Paul Vannier et Christopher Weisberg. Les deux rapporteurs ont entendu les représentants de près de 60 organismes lors de 43 auditions et établi un rapport qui vous a été adressé. Sur les quelques 55 recommandations formulées, 27 ont fait l'objet d'un consensus entre les rapporteurs et je constate qu'un rapporteur Renaissance et un rapporteur LFI ont su faire près de la moitié du chemin ensemble. Restent donc 28 recommandations formulées à titre individuel par l'un ou l'autre rapporteur, et ils nous expliqueront pourquoi, qui témoignent d'appréciations différentes sur certains sujets, constat qui ne devrait toutefois pas susciter un étonnement excessif. Et donc, avant de leur laisser la parole, je voudrais leur adresser la question suivante. Comment, de manière très concrète, pensez-vous que le contrôle des établissements privés sous contrat pourrait être renforcé afin de garantir le bon usage des moyens publics qui leur sont alloués et de s'assurer qu'ils contribuent au service public de l'éducation conformément aux règles? Et donc, je vais vous laisser la parole maintenant pour une vingtaine de minutes au total. Donc, je dis bien au total, pas chacun, pour la présentation des principales conclusions de vos travaux. Et je crois que c'est M. Vannier qui commence. C'est cela? M. Vannier, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de commencer par remercier très chaleureusement, en mon nom et en celui de Christopher Weisberg, Madame Noémie Augu, pour l'extraordinaire qualité de son travail, ainsi que sa collègue, Madame Lou Ansaldi, qui a depuis rejoint le Sénat, et Monsieur Amaury Prouvé. Chers collègues, à l'issue de 6 mois de travaux, de l'audition d'une 60aine d'acteurs et de 2 déplacements de terrain, je souhaite vous faire état de 4 constatations. Elles révèlent l'obsolescence et la dérive d'un système mis en place il y a plus de 65 ans. Elles appellent à une réaction rapide et forte du gouvernement. Première constatation, aucune administration publique ne chiffre exactement la dépense consacrée chaque année par l'État et les collectivités territoriales aux établissements privés sous contrat. Les données disponibles excluent certaines dépenses, comme celles induites par les niches fiscales dont bénéficient les établissements recevant des dons, et en sous-estiment d'autres, en particulier du côté des dépenses des collectivités. Au final, au moins plusieurs centaines de millions d'euros échappent au calcul, 10, 11 ou 12 milliards, nul ne connaît dans ces conditions le montant précis de la dépense publique consacrée aux établissements privés chaque année. D'où vient ce défaut d'information ? De ce qu'un haut fonctionnaire auditionné nous a décrit comme une culture de l'évitement. Une culture de l'évitement qui pousse, par peur d'un procès en guerre scolaire, les acteurs à l'autocensure. Une seule chose est certaine. La dépense publique consacrée aux établissements privés monte en flèche. Les crédits du programme 139 sont passés de 7 à 9 milliards en 10 ans. Certaines collectivités battent des records. En Île-de-France, Valérie Pécresse a augmenté de plus de 450% le montant des dépenses d'investissement qu'elle consacre aux lycées privés depuis 2016. Il nous paraît dans ces conditions urgent de lever le tabou du montant total du financement public des établissements privés sous contrat en disposant, comme pour toute dépense publique, d'une mesure à l'euro près. Nous préconisons ainsi, avec Christopher Weisberg, l'élaboration d'un jaune budgétaire retraçant l'ensemble des dépenses de l'État et de faire apparaître dans les référentiels budgétaires des collectivités l'ensemble des dépenses consacrées aux établissements privés en les distinguant de celles dédiées aux établissements publics. Je considère en outre indispensable de clarifier le périmètre des dépenses autorisées par la loi. Certaines d'entre elles, aujourd'hui possibles sans être obligatoires, conduisent à financer sur fonds publics des patrimoines privés. Je préconise ainsi d'interdire les subventions à l'investissement autorisées par les lois Fallou et Astier. Seconde constatation, le système est hors de contrôle. Le contrôle financier, c'est-à-dire l'audit des établissements prévu par l'article R442-17 du Code de l'éducation, seul capable de vérifier le bon usage des fonds publics en les traçant, est quasi inexistant. Il faudrait 1500 ans au rythme actuel pour l'assurer dans l'ensemble des établissements privés sous contrat. Pour remédier à ces graves manquements, nous proposons de renforcer les moyens des directions départementales des finances publiques qui sont chargées du contrôle et de prévoir la transmission annuelle par les recteurs d'une liste priorisée d'établissements à auditer.
Ces mesures paraissent d'autant plus urgentes qu'en l'absence de contrôle, de nombreuses fraudes et des détournements de fonds publics sont possibles. Au moins 4 mécanismes de détournement de fonds publics nous ont été décrits. Parmi eux, la fausse déclaration d'heures d'enseignement payées sur fonds publics ou le détournement du forfait communal pour financer des dépenses interdites. Si nous n'avons pas pu mesurer l'importance de ces fraudes, nous constatons qu'en l'absence de contrôle, le fonctionnement actuel les rend systémiquement possibles. Autre faille, le contrat d'association. Alors qu'il constitue la base réglementaire nécessaire au versement des fonds publics, la Cour des comptes estime que le contrat a tout bonnement disparu, il n'est matériellement plus disponible dans 21% des établissements privés. Pourtant, l'argent public continue de tomber chaque année dans leurs caisses. Dès lors, le contrat d'association s'apparente à un document d'habillage dont les termes peuvent être piétinés sans risque de perdre le financement public qui lui est associé. À ce titre, l'exemple du collège Stanislas est particulièrement éclairant. Alors qu'un rapport de l'inspection générale a révélé que l'établissement ne respectait aucune des 3 obligations contractuelles prévues par la loi Debré, la pérennité de son contrat et donc du versement des fonds publics n'a jamais été remise en cause. Alors qu'il existe 7500 établissements sous contrat en France, seul un cas de rupture nous a été décrit à l'issue de l'ensemble de nos auditions. Mesuré sur 65 ans, le taux de rupture s'élèverait ainsi à 0,009%. Face à ces dérives, il nous paraît nécessaire d'expliciter dans les contrats d'association les sanctions auxquelles s'exposent les établissements en cas de manquement et de prévoir une graduation de plusieurs degrés pouvant conduire à la rupture du contrat. Pour rendre cette dernière effective en cas de manquement grave, je propose pour ma part d'élargir la faculté de demander au préfet la résiliation d'un contrat d'association aux groupes politiques siégeant dans les assemblées délibératives des collectivités. Troisième constatation. Un dialogue de gestion s'est institué en dehors de tout cadre légal. Chaque année, les représentants des réseaux d'établissements catholiques, laïcs, juifs, de langue régionale, protestants et musulmans participent avec la direction des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale à un dialogue de gestion qui préside à l'allocation des moyens. Ce dialogue État-réseau n'est non seulement pas conforme à la loi, mais il contrevient directement aux termes de la loi Debré qui ne prévoit aucun intermédiaire entre les établissements et l'État. Il se tient par ailleurs dans la plus totale opacité. Dans ce contexte, tout indique que le réseau des établissements catholiques, représentant 96% des établissements privés sous contrat, intervient de façon importante dans le processus d'allocation des moyens publics, au point où l'on peut se demander s'il n'existe pas 2 ministères de l'éducation, celui de l'Éducation nationale, en charge de l'école publique, et le secrétariat général à l'enseignement catholique, en charge de l'école privée. Ce dialogue de gestion opaque entre l'État et les réseaux d'établissements privés conduit par ailleurs à un traitement inégal des établissements en fonction des réseaux auxquels ils se rattachent. Les petits réseaux sont ainsi soumis à des exigences auxquelles échappent les établissements rattachés au réseau catholique. Le cas particulier des établissements du réseau musulman, 1300 élèves, 11 établissements, c'est un tout petit réseau, c'est le plus petit des réseaux, laisse quant à lui entrevoir un traitement discriminatoire. Ces établissements sont les plus contrôlés du pays. Ces demandes de contractualisation sont le plus souvent non satisfaites. Quant au sort réservé au lycée Averroès de Lille, il révèle un 2 poids 2 mesures choquant lorsqu'il est comparé à celui du collège Stanislas. Alors que la gravité des griefs retenus dans une série de rapports à l'encontre des 2 établissements est comparable, le lycée Averroès, se rattachant au réseau musulman et accueillant plus de 50% d'élèves boursiers, a vu son contrat cassé, tandis que celui du collège Stanislas, établissement catholique scolarisant certains enfants de ministres, n'a jamais été mis en cause. Enfin, l'existence d'un dialogue de gestion avec le représentant direct d'un culte. Je veux rappeler que le secrétaire général de l'enseignement catholique est nommé par la Conférence des évêques de France, constitue pour moi une atteinte à l'article 2 de la loi de 1905 qui prévoit pour rappel que l'État ne reconnaît aucun culte. Dans ce contexte, je préconise que l'ensemble des parties prenantes reviennent à une application stricte de la loi Debré et que le gouvernement se conforme à la loi de 1905. Je propose de maintenir le processus de contractualisation dans le cadre d'un dialogue exclusif entre l'État et les établissements privés et de mettre un terme au dialogue de gestion entre le ministère et les représentants de réseaux d'établissements désignés par des autorités religieuses. Quatrième constatation, et c'est la dernière pour moi. Le financement public des établissements privés sous contrat nourrit un processus de ségrégation socio-scolaire à l'origine de l'explosion des écarts entre établissements publics et privés.
D'après la DEP, le secteur privé contribue à hauteur de 33 à 45% à la ségrégation sociale totale entre les collèges. Il scolarise 3 fois moins d'élèves boursiers que le public. Les écarts entre public et privé sont désormais généralisés et ils se creusent, y compris dans les territoires qui échappaient jusqu'alors à pareille dynamique. L'aggravation de la ségrégation socio-scolaire porte atteinte à la cohésion sociale et au principe d'égalité. Il convient de l'affronter de manière volontariste, sous peine de voir se constituer définitivement un système à 2 vitesses. Je propose pour ma part d'introduire un malus diminuant la dotation en moyens d'enseignement et le forfait d'externat des établissements privés contribuant à la ségrégation socio-scolaire. Enfin, le modèle français, qui se caractérise par un financement public important associé à de faibles contreparties pour les établissements privés sous contrat, c'est une situation exceptionnelle à l'échelle de l'OCDE, autorise une très grande hétérogénéité des situations entre public et privé. Les établissements privés, pourtant financés à plus de 75% sur fonds publics, peuvent trier leurs élèves, tandis que les établissements publics les scolarisent tous sans condition. Ils peuvent évincer certains de leurs élèves et ne garantissent pas leurs droits dans les procédures disciplinaires qu'ils engagent contre eux. La prise en charge de l'inclusion scolaire est moindre dans le privé que dans le public. La campagne de vaccination contre le papillomavirus n'y est mise en œuvre que selon le bon vouloir des chefs d'établissement. Enfin, le SGEC a indiqué qu'il ne mettrait pas en œuvre le choc des savoirs, une politique dont je conteste le fondement, mais qui doit entrer en vigueur dans tous les collèges français à la rentrée prochaine en 6e et en 5e. Pour qu'à la parité des financements corresponde la parité des règles, nous proposons, avec Christopher Weisberg, sans contrevenir au caractère propre des établissements privés sous contrat, la mise en place de contrats d'objectifs et de moyens fixant des objectifs à atteindre, par exemple en matière de mixité ou en matière d'inclusion, et prévoyant, en cas de non-respect, des sanctions pouvant conduire à la rupture du contrat. Vous l'aurez compris, il est temps, après 40 ans d'omerta, face aux dérives actuelles, de refonder le modèle de financement public des établissements privés sous contrat pour y faire prévaloir les principes de transparence, de contrôle, de justice et d'égalité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vannier. Monsieur Weisberg, pour la suite. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, Paul Vannier a déjà pu évoquer les principales propositions de notre rapport. Je tenterai de les compléter en deuxième partie de mon intervention. Mais permettez-moi tout d'abord de commencer à vous faire part de mes réflexions sur la nature même de notre système éducatif dual. Premièrement, celui-ci n'a rien d'exceptionnel, contrairement à ce que vous avez pu dire, en tout cas en complément de ce que vous avez pu dire. La majorité des pays de l'OCDE financent les établissements privés sous contrat. Avec un taux avoisinant 75% de financement public, la France se positionne en 10e position sur 34 pays. La Belgique, l'Italie sont à 100%. Dans un pays de ma circonscription, les États-Unis, les charter schools sont financés à 100%. Comme souvent, la France a une capacité inégalée à cliver davantage que ses voisins sur un phénomène qui est finalement assez normal. Et comme a pu le rappeler Paul Vannier, ce conflit, en tout cas c'est quelque chose qu'on a vu ensemble, ce conflit est souvent devenu un prétexte pour brider les prérogatives de l'État dans le pilotage et le contrôle des établissements privés sous contrat. La question n'est donc pas de savoir si l'État doit ou non financer ces établissements, la question est plutôt comment l'État et les collectivités territoriales assument un contrôle effectif du financement et de la délégation de services publics qu'ils leur confèrent. La deuxième réflexion dont je dois vous faire part, c'est que la liberté d'enseignement garantie par la Constitution permet aux parents de choisir le mode d'instruction pour leurs enfants, public, privé ou en famille. Cette liberté fondamentale n'a que très peu été remise en cause par les acteurs auditionnés. Au contraire, la plupart y sont attachés ou s'y sont résolus. Il est important de rappeler que cette liberté est celle des familles et non celle des établissements. Ce sont les parents qui doivent pouvoir choisir l'école et non l'école qui doit choisir les familles. L'enseignement privé apporte une contribution indiscutable à l'offre de formation en proposant un projet éducatif qui n'est pas forcément proposé par les établissements publics et très apprécié par les familles. Les parents doivent avoir le choix, ne stigmatisons pas ce choix. Troisième réflexion, puisqu'après je rebondirai sur vos recommandations, c'est que nos recommandations à destination du privé sont vaines si nous ne faisons pas évoluer le système public pour renforcer son excellence et son attractivité. C'est l'objectif de ce gouvernement, je le crois, qui par ses réformes souhaite répondre aux besoins des familles qui aujourd'hui choisissent le privé plutôt que le public, notamment pour bénéficier d'un meilleur système de remplacement, des absences du personnel moins fréquentes, d'un encadrement plus important des élèves ou encore de la souplesse de gestion des établissements. L'actuel adjoint au maire de Marseille nous disait justement que le service public de l'éducation de la ville s'était fortement dégradé et les parents n'avaient d'autre solution que d'inscrire leurs enfants dans le privé. Pointer uniquement du doigt le privé serait malhonnête, disait-il. En somme, le privé ne doit plus être une solution pour se dédouaner du public.
Le public sera attractif et valorisé, moins le privé en profitera, plus l'équilibre se fera. Enfin, quatrième réflexion personnelle, il n'y a pas qu'un seul type d'enseignement privé. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a autant d'établissements que les établissements à caractère propre, mais la petite école catholique de Branderion dans le Morbihan n'a évidemment rien à voir avec l'école alsacienne à Paris. Cette disparité est à la fois la force du système et sa fragilité. Pour ma part, j'ai souhaité conduire ce travail avec un principe, responsabiliser tous les acteurs qui participent au financement public de l'enseignement privé. Cette politique de responsabilisation s'oppose au flou actuel qui permet à chacun de s'exonérer, sans mauvaise foi la plupart du temps, de ses obligations et qui dégrade la confiance dans le système actuel, pouvant aboutir, dans les cas les plus graves, aux affaires très médiatisées de Stanislas ou d'Averroès, mais qui ne doivent pas devenir l'arbre qui cache une forêt beaucoup plus clairsemée. Ces réflexions préalables étant faites, je vais revenir donc sur les 4 constatations exposées par mon co-rapporteur. Premièrement, il est de la responsabilité de l'État et des collectivités territoriales de mieux évaluer, de contrôler la dépense publique destinée aux établissements privés sous contrat. Paul Vannier a rappelé nos recommandations communes pour mieux évaluer la dépense publique. Si je suis également favorable à préciser le périmètre du forfait d'externat versé par les collectivités, je souhaite, contrairement à Paul, leur laisser la liberté de verser des financements tout en leur permettant d'assurer un fléchage selon des objectifs pour lesquels elles allouent des moyens et de contrôler l'usage des fonds publics versés. Elles pourront imposer des éléments par des conventions d'objectifs et de moyens. Nous souhaitons que les établissements privés sous contrat participent davantage aux missions de service public, et ces subventions sont un moyen de le faire. Nombreuses régions ou départements conditionnent déjà l'attribution de ces financements à l'atteinte d'objectifs. Par exemple, en Normandie, les aides d'investissement sont conditionnées à la réalisation de projets en lien avec la transition écologique. Deuxième point que vous avez mentionné, cher rapporteur, c'est qu'il est de la responsabilité de l'État de renforcer son contrôle pour éviter toute dérive. Et il est de la responsabilité des établissements de se soumettre à leurs obligations. À défaut, ils seraient sanctionnés. Aujourd'hui, par manque de contrôle, certaines dérives sont possibles. Paul Vannier en a mentionné quelques-unes. Il me permettra de le compléter. Tout d'abord, certains établissements réduiraient l'heure de cours à 50 minutes. Ce n'est pas illégal si le temps dégagé est utilisé pour effectuer une activité complémentaire à l'enseignement pour lequel l'enseignant est rémunéré. Par exemple, un prof de mathématiques qui organise des groupes de besoins pour les maths. Je pense que cette souplesse est plutôt une bonne chose. Le public gagnerait à s'en inspirer. C'est illégal cependant si ce temps dégagé est utilisé pour mettre en place une option totalement différente, dans le but d'être plus attractif. Par exemple, le temps restant des maths est utilisé pour faire une option de bilinguisme ou de théâtre. C'est pourquoi nous proposons avec Paul que les établissements qui mettent en œuvre un enseignement de 50 minutes transmettent un dossier au rectorat pour justifier ses choix. En cas d'anomalie, le recteur pourra diligenter une inspection. Autre dérive, enfin, l'utilisation des crédits du pacte pour financer des missions qui n'y sont pas éligibles. On a constaté que les enseignants du privé ont largement adopté le pacte, notamment parce qu'ils assumaient déjà des missions au-delà de leur mission d'enseignement. Mais la direction des affaires financières du ministère de l'Éducation nous a indiqué être vigilante et travailler sur un plan de contrôle pour vérifier que les crédits sont bien utilisés. C'est pourquoi nous proposons plusieurs dispositifs de contrôle, rappelés par Paul Vannier, et la mise en place d'une échelle de sanctions, aujourd'hui inexistante, pour sanctionner les manquements. En effet, je reste persuadé que la rupture du contrat doit être la dernière option envisagée. Troisième point que vous avez évoqué, cher Paul, nous souhaitons mettre un terme au dialogue vous souhaitez mettre un terme au dialogue entre l'État et les réseaux. Je souhaite au contraire, pour ma part, formaliser leur rôle de coordination avec l'État. Je ne crois pas que ce dialogue soit contraire aux règles qui régissent notre laïcité, mais que leur poids actuel nécessite de préciser, pourquoi pas, et d'ailleurs dans le Code de l'éducation, leur caractère représentatif. La loi pourrait d'ailleurs définir et encadrer leur rôle, notamment dans le cadre du processus d'allocation des moyens. Ces réseaux, ils ont un vrai rôle de modération. Ils font remonter notamment les attentes des établissements et les priorisent. Ce travail préparatoire, il est indispensable pour faciliter les relations entre l'État et les établissements privés. Concrètement, je ne vois pas comment 7500 établissements pourraient envoyer leur lettre de doléance pour demander une nouvelle contractualisation. Elle nuirait, je le crois, à une bonne répartition, notamment par rapport aux petits réseaux. Enfin, sur le dernier point que vous avez évoqué, les établissements privés sous contrat doivent avoir plus de contrepartie au financement afin d'être parfaitement associés au service public de l'éducation. C'est la moindre des choses. Un contrat suppose des obligations pour chaque partie contractante. Aujourd'hui, les établissements privés ont un avantage qui fausse les règles du jeu avec le public. Ils peuvent sélectionner à l'entrée et en cours de parcours scolaire pour afficher la meilleure performance scolaire possible. Pour y remédier, je propose 2 points. Le premier, c'est comme c'est le cas actuellement en Belgique, de mettre en place pour les établissements privés sous contrat, qui reçoivent plus de demandes d'inscription qu'ils ont de place, un indice composé de plusieurs critères, notamment géographiques, pédagogiques, socio-économiques, pour procéder au classement des demandes. Deuxièmement, que tout refus de réinscription d'un élève en cours de cycle soit soumis à autorisation du recteur. Nous avons vu beaucoup de familles qui se retrouvent avec leurs enfants qui sont retirés ou qui sont un peu rejetés de leurs écoles.
Certains appliquent à la carte des réformes, comme par exemple ceux qui ne prennent pas leur part dans la mise en œuvre de la politique d'inclusion des élèves en situation de handicap. Si le protocole signé entre Pap Ndiaye et le GIEC est une avancée réelle, je le crois, la valeur non contraignante du document et l'absence d'autorité hiérarchique du GIEC sur les établissements privés sous contrat risquent malheureusement de limiter les effets de cette initiative. C'est pourquoi, comme l'a rappelé Paul, nous proposons de renouveler la nature contractuelle avec les établissements privés sous contrat en mettant en place un contrat d'objectifs et de moyens contraignants. Les objectifs de mixité socio-scolaire pourront être intégrés dans ce contrat. Pour réaliser ces objectifs, je propose de rendre obligatoire la prise en compte de l'IPS dans le cadre de l'allocation des moyens de l'État aux académies et permettre aux collectivités territoriales de moduler ces financements en fonction de la mixité socio-scolaire. Je pense qu'il est important que cette décision se fasse au niveau local. L'exemple du département de la Haute-Garonne est très intéressant. Les oppositions ont été très vives après la publication de leur premier projet consistant à moduler le forfait d'externat selon l'IPS des établissements privés et publics. Après de nombreuses consultations, ils ont réussi à mettre en place un système qui, à ce stade, a su montrer son efficacité. Il faut donner les moyens juridiques aux collectivités d'agir pour que les décisions soient prises localement. Pour conclure, mes chers collègues, je crois, comme expliqué dans la dernière partie de notre rapport, que nous sommes à un tournant pour réussir à collectivement renforcer le système prévu par la loi Debré, sans stigmatisation et sans faire table rase du cadre actuel, mais en le renforçant. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Weisberg. Donc maintenant, nous allons passer aux orateurs de groupe pour 2 minutes et nous commençons par le groupe Renaissance. Cécile Rilhac. Merci Madame la Présidente. Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues, je vous remercie pour la production de ce rapport sur le financement public de l'enseignement privé sous contrat qui, au cours des dernières semaines, a fait l'objet d'une attention médiatique soutenue suite à la révélation par Mediapart du rapport d'inspection sur le lycée parisien Stanislas qui avait mis en lumière certaines dérives. L'émoi suscité par ces révélations a entraîné une forme de résurgence de la guerre scolaire, si je puis m'exprimer ainsi, entre le public et le privé, avec en toile de fond la question du financement. Certains collectifs de syndicats ou de personnalités politiques ont ainsi exprimé le souhait que les moyens de l'enseignement privé soient reversés à l'enseignement public. Il faut bien évidemment nuancer cette vision extrêmement biaisée, voire idéologique, en rappelant que le contrat d'association entre l'enseignement privé et l'État dispose qu'en échange de ces financements publics, les établissements privés doivent s'engager à participer au service public d'éducation en dispensant les enseignements selon les règles et programmes de l'éducation nationale. Il est évident que ce contrat doit faire l'objet de certains contrôles. En effet, une poignée d'établissements privés semble s'absoudre de certaines règles. Quelles sont vos recommandations sur ce sujet précis du non-respect du contrat moral entre l'éducation nationale et ces établissements ? Je souhaiterais également revenir sur le sujet de la mixité sociale et scolaire. L'un des arguments régulièrement avancés pour demander le fléchage des financements du secteur privé vers le secteur public consiste à affirmer que l'enseignement privé pratique systématiquement le tri social. Je veux rappeler que notre ancien ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, avait porté un plan pour la mixité sociale et scolaire dans lequel il avait prévu de mettre à contribution le secteur privé. Plusieurs de ces établissements s'étaient positionnés favorablement quant à ce plan. À la lumière de ces éléments et des recommandations de votre rapport, il me semble qu'il faille plutôt accompagner les établissements privés vers le renforcement des mixités avec la mise en place de dispositifs incitatifs. Aussi, messieurs les co-rapporteurs, pouvez-vous nous détailler vos propositions pour accompagner le secteur privé vers le renforcement de la mixité sociale et scolaire ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Roger Chudeau. Merci Madame la Présidente, messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues. Ce rapport présente plusieurs caractéristiques. Il comporte quelques préconisations qui visent à assurer plus de transparence sur l'usage qui est fait des fonds publics, à conventionner, à contractualiser et à structurer les procédures de contrôle, ce qui est selon nous en effet de saine gestion et de bonne politique. Mais il présente également un certain nombre d'incohérences et parfois de profondes divergences entre les rapporteurs, ce qui nous laisse penser que nous sommes en face de 2 rapports différents. Ce rapport repose souvent sur les affirmations hasardeuses, non vérifiées, de nature clairement idéologique et selon lesquelles les établissements catholiques, qui sont le cœur de cible, si j'ose dire, seraient coupables de détournement de fonds, ne respecteraient pas la liberté de conscience des élèves, procéderaient à des sélections illégales et enfin, et surtout, péché capital, je cite, contribueraient à l'aggravation des inégalités scolaires en captant les meilleurs élèves. Ce rapport vise donc essentiellement à faire porter à l'enseignement catholique la responsabilité de la dégradation des indicateurs de mixité sociale de l'enseignement public. Ce rapport, dont les auteurs regrettent eux-mêmes qu'il ne soit pas celui d'une commission d'enquête, c'est dans le texte, est un rapport à charge, qui prend parfois les accents d'un rapport de police, voire d'un réquisitoire, véritable brûlot totalement déplacé en l'espèce. On ne peut que s'interroger sur le sens politique d'un tel rapport. Veut-on ranimer la guerre scolaire ? Ou ne veut-on pas plutôt trouver un bouc émissaire
qui permettrait d'occulter la dégradation de la situation de l'enseignement public et occulter l'archipélisation de notre société, qui sont les sources, selon d'ailleurs l'une des personnes auditionnées, les causes profondes de l'évitement scolaire et de la migration des classes moyennes vers le privé. Pour notre part, nous n'approuvons pas les termes de ce rapport et nous nous opposerons à son adoption par la Commission. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Donc, pour LFI, Léo Walter. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, je veux tout d'abord saluer le travail impressionnant que représente votre rapport. Un rapport qui s'attaque enfin, 65 ans après la loi de Bray, au tabou du financement public de l'enseignement privé. Un rapport qui remplit, autant que faire se peut, ces 3 objectifs. Mesurer le montant total des financements publics, évaluer les contrôles pédagogiques et budgétaires et estimer la participation réelle du privé au service public de l'éducation. Un rapport qui fait déjà réagir et qui fera date. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'état des lieux que vous dressez est inquiétant. Il pointe une dépense globale difficile à évaluer et probablement sous-estimée, mais dont le montant, 10 milliards d'euros à la louche, résonne sinistrement avec les 10 milliards de coupes budgétaires annoncées par Bruno Le Maire, qui touchent tous les services publics et en particulier le service public d'éducation. En ce jour de grève nationale et alors qu'une mobilisation à l'ampleur inédite exige un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis, revendication à laquelle la ministre prétend n'avoir pas les possibilités financières de répondre, ce parallèle est particulièrement insupportable. Votre rapport souligne de plus que cette dépense est engagée sans aucun contrôle pédagogique, administratif ou budgétaire, ou presque, ce qui permet, vous le soulignez dans la deuxième partie, de multiples dérives. Je souhaiterais quant à moi insister sur votre 3e partie au titre éloquent. Parité des financements, disparité des règles. Vous y soulignez que le privé, qui bénéficie pourtant d'un financement équivalent à celui du public, n'est pas soumis aux mêmes obligations en termes de mixité sociale, de sélection des élèves ou de modalités d'exclusion. Mais pas seulement. Rappelons que l'année scolaire 2012-2013 a été la seule où le nombre d'élèves scolarisés dans le public a été supérieur à celui des élèves du privé dans tous les départements français. Mais à la rentrée 2013 arrive la réforme des rythmes scolaires, dont les écoles publiques se sont largement dispensées, se sont largement dispensées. Dans mon département, elles ont fait toute leur publicité cette année-là sur le fait qu'elles restaient à 4 jours. Et à la rentrée, aux surprises, le privé redevenait majoritaire dans plusieurs départements. Alors que le secrétaire général de l'enseignement catholique a annoncé que celui-ci envisage de ne pas mettre en place les groupes de niveau, cette dichotomie est inacceptable. Au-delà de vos 55 propositions que je partage très largement, quelles seraient vos préconisations pour mettre fin à ces contournements de la règle commune? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour les Républicains, Annie Genevard. Merci, Madame la Présidente. Ce sujet n'est pas une surprise, mes chers collègues. C'est l'obsession de la France insoumise à l'origine de cette mission, qui considère que chaque euro dépensé pour l'école privée est soustrait à l'école publique au mépris de sa contribution au service public de l'éducation, puisqu'elle scolarise 2 millions d'élèves et pour un coût moindre que dans le public. J'ai été très choquée par ce rapport, je vous le dis, dans la forme d'abord. Les mots choisis pour évoquer la gestion des établissements privés sont extrêmement lourds de sens et trahissent le biais idéologique. Je cite: système hors de contrôle, possible caisse noire, dérive, détournement. Sur le fond, maintenant, l'insuffisance du contrôle est pointée. Mais qui doit faire le contrôle si ce n'est l'État? C'est donc l'État qui est responsable de cette défaillance, car le contrôle est en effet nécessaire. Sur la question de la mixité sociale, mais mes chers collègues, le phénomène est essentiellement urbain, et je dirais même essentiellement parisien. Venez en province, venez dans nos territoires, et vous verrez que la mixité sociale y est parfaitement respectée, et que l'excellence peut prévaloir et dans le public et dans le privé. Votre proposition de malus et d'amende en cas d'éviction d'élèves en difficulté est proprement scandaleux. En fait, c'est bien le caractère propre de l'enseignement privé catholique qui est remis en cause. D'ailleurs, la comparaison que vous faites entre les lycées Averroès et Stanislas est éclairante, là aussi, de partialité. Vous voudriez, en somme, que le public, que le privé soit exactement comme le public. Mais c'est méconnaître ce qui motive le choix des parents de choisir l'un ou l'autre mode d'enseignement. Certaines de vos propositions, si elles étaient appliquées, vont rallumer les feux d'une guerre scolaire dont on connaît à l'avance le résultat qu'elles produiront auprès des familles auxquelles vous avez déjà dénié le droit de l'enseignement à domicile.
La conclusion de votre mission est absolument terrible. Je vous cite la conclusion. Il est possible de conclure que les établissements privés contribuent à l'aggravation des inégalités scolaires en captant les meilleurs élèves sans pour autant être eux-mêmes la cause de meilleurs résultats par une pédagogie plus efficace. C'est scandaleux de mauvaise foi et de partialité. Nous voterons contre. Merci, Madame la députée. Pour les démocrates, Géraldine Bagné. Merci. Vous proposez que le financement par les collectivités publiques des écoles privées sous contrat devienne facultatif, voire impossible. Mais très concrètement, pouvez-vous me dire ce qu'il adviendrait de la seule petite école de ma commune rurale, historiquement privée, avec sa 50aine d'élèves et ses 2 classes ? Elle accueille indifféremment les enfants du village avec un recrutement sociologique très varié, dont beaucoup d'enfants de classes modestes du territoire, enfants d'ouvriers et d'agriculteurs notamment. La mairie leur verse environ 30 000 € annuels, en suivant ainsi le seuil de la moyenne départementale. Le groupe démocrate a des propositions à faire qui, en revanche, n'apparaissent pas dans votre rapport. Par exemple, pour éviter la double peine que représente à la fois la baisse des effectifs dans nos petites écoles et le financement obligatoire des écoles des communes voisines, il serait bon que les collectivités soient amenées à financer non pas l'ensemble des élèves résidant sur la commune, mais uniquement les élèves scolarisés sur la commune. Une mesure qui inciterait les écoles à moins aller chercher les élèves des communes voisines via l'attrait d'options ou de services complémentaires. Un vrai soutien aux petites communes, à leurs écoles, si indispensables à la vie locale et au vivre ensemble. Professeur du public, je suis à l'aise, au vu de mon parcours, pour dire, au risque de vous surprendre, qu'il existe aussi des parcours d'enfants d'en bas qui réussissent via une scolarité dans le privé. Parfois, les parents font tout simplement, et c'est le cas dans nos territoires, le choix de la proximité sans s'inquiéter aucunement du statut de l'école. Alors évidemment, nous rappelons sans aucune ambiguïté l'impératif de transparence, de mixité sociale, la nécessité pour l'enseignement privé de s'ouvrir davantage à l'accueil d'enfants au parcours semé d'embûches. Mais nier cette réalité-là, c'est aussi faire montre d'un aveuglement idéologique inquiétant. La ségrégation n'est jamais souhaitable, elle n'est tout de même pas uniquement liée au statut des écoles, mais bien davantage au choix conscient de celle-ci par les parents, et c'est là qu'il faut agir. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Horizon, Agnès Firmin-Le Bodo. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, 17% des enfants sont scolarisés dans des établissements privés sous contrat, soit près de 2 millions d'élèves dans plus de 7 500 établissements. Vous l'avez rappelé, la loi stipule que seuls les établissements publics sont financés par l'État. La réalité, vous le savez, est tout autre. Ça a déjà été évoqué par bon nombre de mes collègues. En 2022, 13,8 milliards ont financé les établissements privés du premier et du second degré, dont 10 milliards d'argent public, le reste provenant des familles et des entreprises. Mais alors, quelles sont les motivations pour que les familles scolarisent leurs enfants dans les établissements privés sous contrat? Elles sont multiples, diverses, elles sont parfois géographiques, elles s'imposent parfois aux familles, mais ce qu'il faut respecter avant tout, c'est bien le choix des familles de pouvoir scolariser leurs enfants dans des établissements privés sous contrat. Vous faites 55 propositions, de très nombreuses propositions, une notamment qui concerne un contrat pluriannuel entre l'État, les collectivités et les établissements. Comment pensez-vous mettre en place ce contrat? Que contiendrait-il? Des indicateurs de transparence, de mixité sociale? Comment faire pour que les établissements privés ne soient pas soumis au Code de l'éducation relatif aux procédures disciplinaires? Comment mentionner dans le rapport des règles essentielles que vous estimez essentielles pour garantir ces principes fondamentaux du droit de la défense? Collégialité de la décision, respect d'une procédure contradictoire, capacité à faire appel. Les règlements intérieurs, vous le signalez, sont librement écrits par les établissements. Donc, si de nombreux établissements peuvent intégrer ces principes mentionnés, ce n'est pas le cas pour tout le monde. De nombreuses questions, mais en tout cas, il nous faut, comme ça a été évoqué par certains de mes collègues, laisser le libre choix aux parents de choisir l'école pour leur enfant. Merci, Madame la députée. Pour les socialistes apparentés, Fatia Keloachi. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je tenais à remercier les deux rapporteurs pour le travail fourni sur un sujet ô combien important, ô combien attendu de chacun d'entre nous. Les chiffres de la corrélation entre les établissements privés et la ségrégation scolaire sont dans votre rapport. Et ils sont édifiants et ils sont vérifiables par tous. Ce sont des chiffres publics. L'IPS moyen des élèves scolarisés dans le privé est supérieur de 15 points au minimum à l'IPS moyen des élèves scolarisés dans le public. Premier chiffre. Le secteur privé contribue à hauteur de 33% au minimum à la ségrégation sociale totale dans les collèges. Deuxième constat.
Ces constats, vous les avez, ce sont des chiffres nationaux publiés, donc les IPS aujourd'hui, tout le monde peut aller voir dans l'établissement de secteur quel est l'IPS moyen du secteur. Ces constats doivent nous pousser à agir. Depuis 2017, la mixité sociale est la grande absente des politiques publiques du gouvernement en matière d'éducation. Vous proposez, dans certaines de vos propositions, de moduler les financements des établissements d'enseignement privé en fonction de la mixité sociale et scolaire. Le groupe socialiste est favorable à un système de malus tel que proposé par notre collègue Paul Vannier. Cela rejoint l'expérimentation ambitieuse menée par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans l'agglomération de Toulouse, qui, couplée à des mesures favorisant la mixité, a donné de très bons résultats. Dans la proposition numéro 43, vous proposez, monsieur le rapporteur, d'intégrer un mécanisme de malus diminuant la dotation en moyens d'enseignement des établissements privés dont l'IPS est supérieur à la moyenne des IPS du public. Ainsi, j'aurai plusieurs questions à ce sujet. Pouvez-vous nous confirmer avoir préféré un système agissant sur la dotation globale horaire des établissements, donc le budget de l'État, plutôt que sur la dotation de fonctionnement, donc le budget du département? Pouvez-vous nous expliquer ce choix? Et enfin, pouvez-vous nous indiquer avec votre système quel pourcentage d'établissements privés seraient concernés par un malus? Et avez-vous réfléchi au montant financier qu'il faudrait imputer à ce budget afin que cela devienne vraiment Madame efficient? La députée. Merci. Pour le groupe GDR, Soumia Brouaha. Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs. Tout d'abord, je voudrais moi aussi vous saluer le travail important que vous avez réalisé. Et ce qui ressort dans ce rapport, c'est comment le privé sous contrat s'est inscrit progressivement au cœur d'une stratégie de l'évitement. Une stratégie d'évitement choisie par des parents qui témoignent trop souvent d'un sentiment d'abandon de l'État vis-à-vis de l'enseignement public. Une stratégie d'évitement également de l'enseignement privé vis-à-vis de ses propres obligations. Et nous l'avons vu dans le rapport sous plusieurs aspects. Tout d'abord, sur la mixité sociale. En effet, un rapport de la Cour des comptes note que la mixité sociale dans les établissements privés sous contrat est en fort recul depuis une vingtaine d'années. Votre rapport pointe également le manque de profondeur des contrôles réalisés sur les établissements privés sous contrat. Récemment, le cas de l'établissement Stanislas à Paris a mis en avant comment de nombreux établissements privés sous contrat avec l'État ne respectent pas la place de l'instruction religieuse qui devrait être facultative et non obligatoire. Par ailleurs, 75% du financement des établissements privés sous contrat pour le premier et le second degré proviennent de fonds publics, alors que certains établissements ne respectent pas complètement les programmes et les engagements qui sont pris avec l'éducation nationale. Alors aussi, je m'interroge, oui, il faut refonder les systèmes de financement des établissements sous contrat, mais finalement, est-ce que la solution, ce n'est pas de soutenir l'enseignement public ? J'ai plus de micro. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Lyotte, Béatrice Descamps. Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs. Nous vous remercions pour ce rapport qui concerne deux sujets ô combien importants que sont l'éducation avec un grand E de nos enfants et l'utilisation des finances publiques. Éducation qui doit être et rester une priorité nationale pour l'ensemble de nos élèves et le temps n'est pas à relancer la guerre privée-publique. Ni la réussite de nos élèves, ni l'égalité des chances n'y gagneraient. Il est tout à fait normal que l'utilisation de l'argent public puisse et même doive être contrôlée. Une réelle transparence des dépenses publiques est plus que nécessaire. Lorsque des dysfonctionnements existent, ils doivent être sanctionnés, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de l'éducation. Il ne faut toutefois pas oublier que la plupart des établissements se conforment aux obligations que sont les leurs et souhaitent avant tout la réussite de leurs élèves. Les parents ont quant à eux la liberté, rappelons-le encore, du choix de l'école pour leurs enfants. Ma question porte particulièrement sur l'inclusion scolaire dans ces établissements. Vous affirmez dans votre rapport, je cite, qu'il apparaît que les établissements privés ne prennent pas la part qui devrait être la leur dans la mise en œuvre de la politique d'inclusion des élèves en situation de handicap. Néanmoins, nous savons que beaucoup d'établissements
participe activement, et là il ne faut surtout pas me dire le contraire, à l'inclusion des élèves en situation de handicap, même si certains plus que d'autres, certains mieux que d'autres, mais ils participent. Mais puisque vous faites cette remarque, dans ce contexte, pourriez-vous détailler ce point et pourriez-vous nous faire des recommandations à ce sujet? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Messieurs les rapporteurs, je vais vous laisser la parole pour répondre déjà à nos collègues, et puis ensuite nous prendrons les questions des autres collègues pour vous réinterroger. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon, déjà, d'une part, le collègue Chardot l'a rappelé, c'est un rapport qui ça a été écrit à quatre mains. Un rapport à quatre mains nécessite de faire parfois des compromis, mais on est parti sur une vision commune. D'ailleurs, je tiens quand même à le dire, vous avez parlé de réactiver la guerre scolaire, mais ce rapport est parti déjà d'un rapport de la Cour des comptes, que je crois nous n'avons pas mentionné en introduction, qui date de juillet 2023, et qui dit, pour beaucoup de choses que nous avons reprises, exactement les mêmes choses, de façon assez nuancée et sans aucune volonté de réactiver la guerre scolaire. Et je vais même aller plus loin. Penser qu'il faudrait réactiver la guerre scolaire, ce serait un échec complet, puisque ça fait 40 ans qu'on nous sermonne sur cette question de la guerre scolaire. Et c'est précisément parce qu'on a décidé d'éviter un sujet qui, évidemment, touche au cœur des familles, touche au cœur des choix des familles, et c'est pour ça que j'ai rappelé dans mon introduction qu'il y avait une diversité de modèles, et qu'il ne s'agissait en aucun cas de stigmatiser. J'ai même, je pense, dans mes propos, choisi des expressions qui permettent justement de valoriser la responsabilisation et pas la stigmatisation. Mais je crois que ce serait une erreur que de continuer à mettre le sujet sous le tapis au nom d'une guerre scolaire, que ce projet ne cherche pas à régler, notamment parce qu'il part du principe même du cadre actuel. Il cherche à renforcer le cadre actuel. Après, il y a différentes appréciations et différentes manières d'y remédier. Mais au fond, ce rapport, dans la continuité du rapport de la Cour des comptes, il cherche à améliorer, à réformer un système qui existe depuis la loi de 58, qui a fait preuve, je pense, d'un certain nombre de pragmatisme et qui, aujourd'hui, nécessite, je pense, un peu plus de contrôle. C'est un propos un peu général, mais je pense que ça permet d'éviter ce concept que nous avons regretté à plusieurs reprises. Chère Cécile Rilhac, merci pour vos mots. Ça fait partie, justement, des points. Vous avez parlé de, je crois, la nature pratiquement morale du contrat. Mais ce n'est pas simplement moral. Ce contrat, c'est la base même du dispositif actuel. Les établissements privés sous contrat d'association. Et donc, ce qu'on a pu voir, et qui était assez étonnant, c'est que, je crois d'ailleurs que Paul l'a rappelé, nombreux établissements n'ont même plus vraiment de référent autour de ce contrat. Et ce qui nous a paru nécessaire, c'est qu'un contrat, ça oblige les parties. Et c'est fondamental de revenir à la base de ce texte. C'est pour ça d'ailleurs que la dernière proposition du rapport, qui est une proposition commune, cherche à renforcer ce texte de 58, de la loi Debré, en précisant avec des contrats, des objectifs, des moyens, sur un certain nombre d'obligations respectives. Obligations respectives. Je ne vois pas comment on peut considérer que préciser certains financements, comme on le fait dans certaines de mes propositions et certaines propositions communes, la transparence et plus d'objectifs sur les subventions notamment, et c'est une divergence un peu entre moi et Paul. Paul veut supprimer, je crois, la loi Fallou, notamment, moi, et la loi Astier, d'autres, et la loi Carle. Sur la loi Fallou et la loi Astier, chers collègues Bagné, sachez que le sujet à l'époque avait été évoqué par François Bayrou lui-même, qui d'ailleurs, face à l'opposition qu'il avait suscitée, avait choisi de le retirer. Vous voyez, maintenant, c'est un député de la France Insoumise qui reprend cette recommandation. Mais les clivages ont peut-être changé un peu. Mais je crois, au contraire, moi, c'est mon objectif, qu'il faut renforcer le pouvoir des collectivités de conditionner, dans certaines conditions, leurs subventions à des objectifs de moyens qui sont pour moi la base d'un financement. Ce qu'on a vu, ce qui existe déjà dans la loi et qui est un manquement, c'est que parfois vous mettez dans une subvention au terme de... Je suis long, je vois que l'attention baisse un peu. Vous mettez une obligation de financer, je sais pas moi, un gymnase dans une école.
Il faut évidemment que ce gymnase, le jour où si une école est vendue, qu'on puisse rembourser la subvention. C'est un principe de base, en fait. C'est un principe de bonne gestion. Beaucoup des recommandations que nous avons faites sont en fait des principes de bonne gestion publique. Et je crois même, monsieur le député, que vous avez évoqué le fait qu'on ne pouvait pas vraiment s'opposer à des bonnes recommandations. Il y en a une, par exemple, qui est assez claire et qui est une précision d'une doctrine dans la loi de finances publiques, dans la LOLF, c'est que c'est l'ordonnateur qui doit, en cas d'audit, réaliser un audit par rapport à des manquements. Aujourd'hui, c'est le comptable public, parce que c'est comme ça que le système a été créé. Nous proposons que le ministère de l'Éducation soit renforcé, qu'il y ait plus de contrôle au niveau du ministère de l'Éducation. C'est plutôt, je crois, là aussi, un bon principe de gestion publique. Monsieur Léo Walter, je crois, je vais peut-être vous laisser, mais merci pour vos mots. Vous avez parlé des 10 milliards d'euros. Je dirais simplement que même si vous avez mentionné plusieurs manquements, une sous-estimation, les grands blocs de dépenses, ils sont quand même connus. Les 8,2 milliards d'euros de l'État, par exemple, c'est principalement à 90% les salaires des enseignants. Les 1,8 milliard des collectivités territoriales, et on en discute plusieurs points pour montrer que c'est sous-estimé. Mais ces grands blocs, ils existent quand même. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse parler d'une opacité totale, mais bien de manquements qu'il s'agirait d'améliorer. Et par ailleurs, ça c'est ce que dit en partie les établissements privés, mais il est vrai que probablement que le privé arrive à faire avec un peu moins d'argent ce que le public ferait probablement un peu plus cher. Déjà, premièrement, parce qu'on ne choisit pas le privé pour la qualité des locaux. Il y a beaucoup d'établissements qui ont fait des locaux qui sont de piètre qualité par rapport à ceux du public. Donc, il y a aussi un risque que ces 10 milliards, s'ils étaient assumés par l'État, directement, sans passer par le privé, ils soient beaucoup plus importants. Madame Rilhac, vous avez parlé des points... je ne reviendrai pas sur... Madame Genevard, je pense que vous avez surtout évoqué la guerre scolaire et les territoires. Je vous l'ai dit encore une fois, c'est une des principales propos de mon introduction. Il faut distinguer, encore une fois, les écoles en Bretagne ou dans votre territoire et celles qui sont à Paris. Parce que, évidemment, nous, on est allé à Rennes, on est allé voir le recteur qui nous a expliqué aussi que même si... Il y a 50%, d'ailleurs c'est une de mes collègues qui m'avait dit il faut absolument que tu ailles en Bretagne, et Graziella, merci de l'avoir fait. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est que oui, il y a beaucoup de villages en Bretagne qui, au fond, n'ont qu'un établissement privé et ils ne pratiquent aucune ségrégation scolaire. La mixité est parfaite puisqu'ils prennent absolument tous les élèves. Par contre, ce qu'on a pu voir en discutant avec eux, ça a été un objet d'étonnement de ma part, c'est que parfois, certaines écoles disparaissent dans la ruralité pour ouvrir à Rennes. Et donc il y a quand même un phénomène, une forme de gentrification, même en Bretagne, qui est apparu, en tout cas qui a été mentionné par nos interlocuteurs. Et par contre, à Marseille, on a vu des établissements privés qui ont presque une mission sociale, qui prennent des élèves qui sont des élèves qui ont souvent même plus la possibilité d'aller dans le public et qui, au fond, ont besoin de cet encadrement très spécifique. Donc pas de stigmatisation et pas de caricature sur le sujet. En tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite. Peut-être première, et il y a d'autres points, mais je te laisse compléter parce que j'ai déjà été très long. Je commencerai moi aussi par un commentaire général sur cette idée de guerre scolaire. Il n'y a pas de guerre scolaire dans notre pays, elle n'existe pas. Il y a par contre des pouvoirs publics qui ont renoncé à leur mission de contrôle. Il y a une école publique qui s'effondre. Et il y a des inégalités sociales et scolaires qui explosent entre les écoles privées et les écoles publiques. Et j'y reviendrai, Madame Genevard. Il y a des faits, il y a des études très précises qui documentent tout ça, y compris en dehors des zones métropolitaines. Par contre, il y a des acteurs politiques qui mobilisent cette expression de guerre scolaire pour créer un climat de censure, pour empêcher la discussion, pour l'interdire, pour la présenter comme voulant conduire au pire, et qui veulent au fond prolonger une sorte d'omerta politique. Elle dure depuis 40 ans dans notre pays, depuis 1984, depuis le projet de loi Savary, et pendant 40 ans, cette omerta, elle a interdit littéralement tout questionnement, tout débat. Et je sens que du côté de la droite et de l'extrême droite, il y a la volonté que le silence continue à régner.
Et que, alors que les défaillances sont très nombreuses, et sans chercher à les grossir, nous pouvons les observer, les constater lucidement, et que ce système a 65 ans, qu'il convient peut-être d'y jeter un petit coup d'œil pour peut-être s'interroger sur la façon dont il fonctionne, il y a la volonté chez certains de surtout ne pas aborder ces sujets. Et je veux dire que je voudrais attirer votre attention, chers collègues qui sont les partisans de la poursuite de cette omerta, que celle-ci autorise des dérives qui sont graves, des dysfonctionnements qui sont graves et qui peuvent d'ailleurs un jour mettre en péril l'équilibre actuel. Je crois que le système est plutôt déséquilibré, mais la situation actuelle. Donc je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que vous participez au fond de conserver un système qui permet des fraudes, qui permet des dérives qui un jour seront interrogées et peut-être avec plus de vigueur que la façon dont, y compris aujourd'hui, nous le faisons devant cette commission. Pour entrer dans quelques-unes des questions, et merci, chers collègues, de l'attention que vous avez portée à notre rapport et au sujet qu'il pose. Plusieurs d'entre vous demandent au fond comment, Mme Rilhac, M. Walter, comment, au fond, pousser ces établissements à respecter ce que vous appelez leurs obligations morales, ce que vous appelez la loi. Je crois que, de ce point de vue-là, nous disposons d'un outil, le contrat. Et moi qui suis un député de la France Insoumise, j'ai redécouvert la loi Debré en faisant ce travail, et je dois dire qu'elle n'est plus appliquée, cette loi. Et j'appelle à en revenir à l'esprit. La loi Debré, elle fixe trois obligations contractuelles aux établissements privés qui accueillent des élèves. La liberté de conscience des élèves doit être garantie, les programmes de l'enseignement public doivent être dispensés, et on ne peut pas discriminer les élèves. Bien, je trouve d'abord, qu'il faut vérifier que ces obligations soient tenues. Et quand elles ne le sont pas, il doit y avoir des sanctions, y compris parce que les sanctions ont un effet incitatifs et elles peuvent conduire tous les acteurs à avoir un comportement vertueux, à en tout cas respecter la loi. Et je suis favorable, et je crois que là nous nous rejoignons, à au fond utiliser ce contrat et à travers le contrat d'objectifs et de moyens, ajouter des contreparties. Ajouter des contreparties, vous nous interrogiez, Madame la Ministre, qui sont des contreparties qui seraient discutées démocratiquement, qui seraient tranchées par les acteurs publics, par les collectivités, par nous, députés, par l'Assemblée nationale, et qui viendraient, par exemple, sur, Madame Descamps, l'inclusion. Fixer des objectifs, parce qu'il y a un écart. Vous avez raison, il y a des établissements qui sont même spécialisés dans l'accueil d'enfants en situation de handicap. Mais aujourd'hui, les chiffres le disent, nationalement, il y a un écart. Bien, on pourrait demander aux établissements privés de faire mieux en termes de mixité, de vacciner les enfants, les jeunes filles contre le papillomavirus, partout, sans qu'on en discute, sans que ce soit ici à la main d'un tel et là refusé par un autre. Et dire que si ces obligations, déterminées encore une fois démocratiquement, ne sont pas tenues, il doit y avoir des sanctions. Ces sanctions, pour répondre à d'autres collègues, doivent être, de mon point de vue, et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, graduées. Aujourd'hui, au fond, il y a la possibilité très théorique de la rupture de contrat, puisque nous constatons qu'elle n'est jamais employée. Et il y a dans le Code de l'éducation une disposition qui pourrait conduire à la suspension des paiements. Je ne veux pas être technique, mais elle est inopérante, cette disposition, parce qu'au fond, la décision repose sur le comptable public, et le comptable ne peut pas se substituer à l'ordonnateur. Il y a un article du Code là qu'il faut réécrire, et du coup, cette suspension n'est jamais engagée. Elle pourrait être un signal d'alerte qui conduirait à rectifier des situations. Mais il faut, je crois, introduire une graduation et poser la question de la fin du contrat lorsque c'est nécessaire. Monsieur Sudeau, vous avez parlé des établissements catholiques. Monsieur Sudeau, c'est un abus de langage. Je veux vous dire que dans la loi Debré, il n'existe pas d'établissement catholique. Il n'existe que des établissements à caractère propre. Car l'État, monsieur Sudeau, est laïque et vous participez au fond, à travers cette question, d'une forme de confessionnalisation du rapport à l'enseignement privé sous contrat. C'est une des dérives que nous avons souvent constatées et je crois qu'il faut au contraire remettre de la distance, reconnaître les établissements dans leur autonomie et organiser le rapport, le dialogue entre l'État et ces établissements. Monsieur Sudeau, Madame Genevard, vous vous retrouvez dans le déni d'une réalité qui est documentée par la Cour des comptes, par la DEP, par quantité de sociologues, d'historiens, oui, des chercheurs qui font des sciences sociales, monsieur Sudeau, et des sciences humaines, même parfois. Mais je veux vous dire que c'est la Cour des comptes qui nous dit que, de 2000 à aujourd'hui, la part des élèves issus des CSP très favorisés dans les enseignements, dans les établissements privés sous contrat, est passée, Madame Genevard, de 20 à 41%. Et ça ne concerne pas que les grandes métropoles, que les territoires les plus favorisés. Ça concerne aujourd'hui tout le pays, y compris, en effet, en Bretagne, région qui échappait jusqu'ici à ces dynamiques. On constate que les écarts sont en train de se creuser. C'est la DEP, ça n'est pas
le député Vanier, le co-rapporteur Vanier qui le dit, c'est l'ADEPE qui considère, à travers une étude qui porte sur 3 villes, Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, que les établissements privés sous contrat contribuent à hauteur de 33 à 45% à la ségrégation scolaire dans les collèges. Et c'est l'ADEPE qui dit qu'à l'échelle du pays, au-delà des métropoles, 2 tiers des collèges privés, 2 tiers sont en situation de ce que l'ADEPE appelle une concurrence directe avec les collèges publics. Donc voilà la réalité à laquelle nous faisons face, et nous sommes, je crois, comme mon collègue co-rapporteur qui sera là, à la croisée des chemins. Madame Vanier, vous indiquez qu'elle est partie, mais c'est pas grave, que la question de la scolarisation, elle est partie un instant, elle va revenir. La scolarisation dans les écoles privées sous contrat, elle est parfois la conséquence d'une logique de proximité. C'est tout à fait vrai, mais cela doit nous alerter, nous parlementaires, si nous sommes tous, et j'y suis, attachés au principe de liberté d'enseignement, qu'il existe des déserts d'écoles publiques dans notre pays. Qu'il y a, dans le Morbihan, par exemple, dans l'ouest de la France, des endroits où l'école publique est si loin que des familles font le choix de l'école privée. Est-ce un choix là? Je ne sais pas. En tout cas, je suis favorable, si je suis attaché au principe de liberté d'enseignement, que ce principe prévale partout et que donc la possibilité d'aller aussi dans l'école publique soit garantie pour toutes les familles qui vivent dans notre pays. Mes collègues, Mme Kelloua Hachi et Mme Bourrois, m'ont aussi interpellé sur ma proposition de malus. Cette proposition, elle verrait les moyens de l'État et des collectivités territoriales être diminués le cas échéant, lorsque un écart à l'IPS est constaté. Et Mme Bourrois me dit, et m'interroge, est-ce que la solution nous interroge, n'est-elle pas de soutenir l'enseignement public? Elle a raison, à travers cette question, de nous rappeler peut-être que la question de la ségrégation socio-scolaire, la question de la mixité sociale et scolaire, elle ne se limite évidemment pas à l'enseignement privé. Qu'il faut regarder l'ensemble du système éducatif. Nous, notre rapport, il porte sur une partie du paysage éducatif français, donc c'est pour ça que nous y concentrons nos propositions. Mais bien sûr, la lutte contre les inégalités scolaires, elle doit passer par des réponses qui visent à modifier des mécanismes dans l'école publique autant que dans l'école privée. Je crois avoir fait le tour. Non, un dernier mot, et c'est Mme Genevard qui me le permet, parce que vous avez trouvé scandaleuse une de mes propositions, celle de l'amende qui frapperait les établissements privés qui évincent des élèves. Et je veux m'y arrêter parce que moi, j'y tiens beaucoup à cette proposition. Et je veux vous dire qu'à travers elle, j'adresse un message aux élèves et aux familles qui sont scolarisés dans les établissements privés sous contrat, parce que leur situation me préoccupe et leur sort me soucie. Quand on est exclu pour mauvais résultats scolaires d'un établissement, c'est très brutal, c'est injuste, c'est insupportable, c'est même illégal, et d'ailleurs ça n'est pas assumé par les établissements qui souvent maquillent ça au prétexte de problèmes disciplinaires. Et surtout pour ces établissements qui reçoivent des fonds publics, c'est la manifestation du fait qu'ils ne contribuent pas à l'effort éducatif national pour lequel ils sont pourtant financés. Et c'est une dérive que je considère inacceptable. Le droit à poursuivre sa scolarité dans un établissement est garanti par la loi. Elle est ici, cette garantie, elle est empêchée par ce type de comportement. Et donc je pense qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner ces dérives, Mme Genevard, parce que les laisser perdurer, comme vous semblez vouloir l'encourager, eh bien, la preuve, Mme Genevard, elle est donnée par le ministère de l'Éducation nationale qui mesure le taux de perte chaque année d'un niveau à un autre et d'un cycle à un autre. Et vous pouvez consulter, Mme Genevard, cette information, elle est disponible, elle est produite par le ministère de l'Éducation nationale, elle est absolument fiable. Et elle n'a pas ailleurs, ce n'est pas une interprétation, c'est un fait, c'est une donnée de l'Éducation nationale. Et par ailleurs, cela nous a été confirmé dans un très grand nombre d'auditions. Nous avons notamment auditionné beaucoup de cabinets d'avocats qui accompagnent des familles. Et ces auditions ont été très intéressantes parce que, et je finis là-dessus, elles montrent que le droit des enfants n'est pas le même dans les établissements privés sous contrat que dans les établissements publics. Parce que certains articles du Code de l'éducation, et c'est vous, Madame la Ministre, qui nous interrogez là-dessus, n'y sont pas appliqués. Et nous préconisons ensemble que ces articles qui permettent notamment, qui garantissent le droit des enfants en matière de procédures disciplinaires, qui prévalent dans les établissements publics, qu'ils soient élargis aux établissements privés, parce qu'il n'y a aucune raison pour que les enfants des établissements privés sous contrat, Mme Genevard, n'aient pas les mêmes droits que ceux des écoles publiques. Merci, monsieur le rapporteur. Donc maintenant, nous allons passer aux questions des orateurs pour 1 minute. Céline Calvez.
Merci Madame la Présidente. Messieurs les co-rapporteurs, vous invitez à plus de transparence sur le niveau de financement public et plus de contrôle sur les missions accomplies, car effectivement la confiance n'empêche pas le contrôle, d'autant plus, et ça a été souligné jusqu'ici, que les réalités de complémentarité ou de concurrence entre l'école privée et l'école publique peut être bien différentes. Je suis une enfant de Bretagne, je suis aujourd'hui députée de Levallois et Clichy, et je peux vous dire que c'est vraiment différent d'un territoire à l'autre. Alors ma question sera simple, c'est comment améliorer la prise en compte du territoire. Ne faut-il pas, comme un décret de 2015 nous y invitait, pouvoir faire une appréciation de chaque territoire, notamment une commission qui réunirait le DAZEN avec le président du conseil départemental pour apprécier plus largement la mixité socio et scolaire entre les établissements publics, les établissements privés, les établissements publics entre eux aussi. Je pense que c'est un préalable à toute modularité dans l'appréciation des contrats entre le public et le privé. Merci. Merci Madame la députée. Sarah Legrain. Merci Madame la Présidente. Merci messieurs les rapporteurs pour la rigueur de ce rapport sur le financement, le contrôle de l'enseignement privé. Il est salutaire, il me semble, parce qu'il permet de sortir de la terreur et de l'omerta imposée par ceux qui brandissent ici encore le spectre de la guerre scolaire à chaque fois qu'on ose demander des comptes, tout simplement demander des comptes à l'enseignement privé, des comptes sur ses financements, des comptes sur ses comptes, des comptes sur le respect de ses obligations. Et il tombe à pic, il me semble, ce rapport à l'heure où les parents et les professeurs battent le pavé pour dénoncer l'essoufflement de l'école publique et refuser la logique de tri que le gouvernement compte y appliquer au risque de laisser au bord du chemin les élèves les plus défavorisés et les plus fragiles. Alors justement, c'est sur cette logique de tri que j'aimerais revenir. Vous en avez mentionné en fait deux, la question de la ségrégation scolaire, la ségrégation sociale, pardon, dont on nous dit qu'elle n'est pas appliquée, donc je ne vois pas en quoi ce serait un problème qu'elle est appliquée, donc qu'il y a une mixité, donc je ne vois pas pourquoi c'est un problème pour nos collègues LR qu'il y ait une obligation de mixité si elle est déjà appliquée. Mais je voulais revenir aussi sur la question du tri par niveau, vous l'avez un petit peu abordé et qui nous semble contraire au Code de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ce que vous recommandez en la matière? Merci Madame la députée. Alexandre Portier. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, qu'un député de la France Insoumise réclame pour l'école privée des contrôles inquisitoires dignes des années 1900 ne m'a pas surpris. En revanche, comme beaucoup, j'ai été particulièrement choqué que la majorité puisse contresigner un tel constat à charge. Tout le long de ce rapport sonne une petite musique faisant croire que le privé coûte de l'argent à la nation, ou pire, que l'école privée pique des moyens à l'école publique. C'est strictement faux et en réalité, vous l'avez avoué, c'est même tout le contraire. En pratique, le privé fait faire des économies à l'État. Si tous les enfants du privé devaient aujourd'hui aller dans le public, et je reprends vos chiffres, il faudrait immédiatement trouver 3,3 milliards d'euros de plus pour les scolariser. L'État a-t-il ces moyens? Je ne le crois pas. Sinon, on ne fermerait pas des classes à tour de bras et on arriverait à payer correctement nos enseignants. Ma question est donc simple. Pourquoi votre rapport s'acharne-t-il à stigmatiser le privé et à le montrer du doigt, alors que sa diversité est au contraire une force pour notre système scolaire et pour tous nos territoires? Merci Monsieur le député. Graziella Melchior. Merci Madame la Présidente, Messieurs les co-rapporteurs. L'Académie de Bretagne se distingue, et vous l'avez mentionné dans votre rapport, par une forte présence de l'enseignement privé sous contrat catholique. Plus de 40% des élèves bretons fréquentent un établissement privé sous contrat et plus de 60% des élèves bretons auront fréquenté les deux systèmes à l'issue de leur scolarité. Par ailleurs, l'écart entre les indices de position sociale, qui n'est que de 5 points entre public et privé, démontre qu'en Bretagne, le privé n'est pas le reflet d'un choix élitiste. L'excellence de l'Académie de Rennes, pour rappel, la première à avoir franchi la barre des 80% de bacheliers dans une tranche d'âge, s'explique en partie par cette saine émulation entre établissements publics et privés. D'autre part, pour des raisons historiques, de nombreuses communes comme Plouédern et Baudilis dans ma circonscription et d'autres encore n'ont qu'une école primaire privée catholique. Ma question s'adressera donc davantage à M. Vanier, qui propose d'abroger les lois Carle, Falloux et Astier. Que dites-vous à ces élèves et à leurs parents qui n'auraient plus accès à un enseignement de proximité? Et comment imaginer que ces établissements ruraux privés puissent fonctionner sans investissement public, notamment au regard du bien-être des élèves et de la communauté éducative? Je vous remercie. Madame la députée. Stéphane Mazard. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, messieurs les rapporteurs, ma question porte sur le financement des lycées français à l'étranger. Le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger fait état de 580 établissements homologués, dont 139 pays scolarisant pas loin de 400 000 élèves. C'est un réseau conséquent, influent, dont nous pouvons être fiers car il participe, à n'en pas douter, au soft power de la France
à son rayonnement à l'étranger, tout en garantissant une continuité de scolarité aux enfants d'expatriés français. Dans le panorama du financement de l'enseignement privé que vous avez dressé dans votre rapport, où situez-vous ce cas particulier de l'enseignement à l'étranger? Pouvez-vous nous éclairer davantage sur les financements directement perçus par l'État français dans son écosystème et quelles recommandations particulières préconisez-vous pour préserver le bon fonctionnement de la scolarité française à l'étranger? Merci, monsieur le député. Frédéric Meunier. Je suis là. Merci, madame Oui. la présidente. Non, mais en fait, je cherchais, parce qu'il y avait un autre député inscrit. Messieurs, moi, je ne vous remercie pas pour ce rapport à charge exclusive, non pas contre le financement public de l'enseignement privé sous contrat, mais contre l'enseignement privé sous contrat. Monsieur Vannier, vous confondez omerta et liberté de choix, contraire bien sûr à votre idéologie, car le mot liberté ne fait pas partie de votre langage qui ne connaît que les mots sanction, répression, suppression de l'enseignement privé. Alors au lieu de relancer cette éternelle guerre entre le privé et le public, ne pensez-vous pas qu'il serait plus pertinent de se focaliser sur les raisons pour lesquelles l'enseignement privé est considéré aujourd'hui comme plus qualitatif? De plus en plus, les parents font le choix de mettre leur enfant dans le privé. Pourquoi, à votre avis? Merci, madame la députée. Emmanuel Antoine. Merci, madame la présidente. Certaines propositions que vous formulez m'apparaissent excessives et donnent au rapport une coloration totalement à charge. Je vais prendre un exemple. Je pense ainsi à la proposition numéro 4 de M. Vannier sur l'abrogation de l'article L442-5-1 du Code de l'éducation de la loi Carle. Cet article règle la question de la prise en charge du forfait d'externat lorsque les élèves sont scolarisés dans une école privée sous contrat dans une autre commune que leur commune de résidence, comme cela peut exister d'ailleurs dans le public. Non seulement il y a un parallélisme des formes, mais surtout cela assure la liberté de choix de l'école des familles. Et on ne comprend pas trop la justification que vous apportez, à savoir comment cette disposition aggrave les déserts d'écoles publiques et comment cela pourrait être attentatoire au principe de liberté d'enseignement. Alors ma question, n'y a-t-il pas en réalité un risque qu'une telle abrogation menace véritablement la liberté de choix des familles, et je le rappelle, qui est une liberté constitutionnelle? Merci, madame la députée. J'en viens à... Je n'ai plus d'orateurs inscrits, donc est-ce que c'est bon? Donc, non, normalement, non, madame la députée, vous avez déjà... Oui. Bon, alors, il y a monsieur Corbière qui souhaite poser une question et... Non, mais puisque vous m'en donnez l'occasion, je remercie la présidente. La parole est libre dans cette commission, mais je suis quand même frappé par la violence des réactions, quasi d'un ton inattendu sur un rapport qui s'appuie sur la Cour des comptes. Et je dois avouer, que... Non, mais... Mesdames et messieurs les députés, Annie Genevard pourra reprendre la parole. Donc, laissez monsieur Corbière parler. Merci. Monsieur Corbière. Parce qu'il y aura reprise de parole. Non, mais... Non, mais... Que les mêmes, lorsque... C'est des choses qui s'appuient sur le rapport de la Cour des comptes, qui demandent une saine gestion. Vous nous répondez à côté de la plaque, montrant bien, finalement, que vous êtes la représentation d'une forme de lobby, hélas, très éloignée du service public, et j'emploie ce terme à dessein, d'un lobby, d'un groupe de pression, qui ne veut pas que le débat ait lieu. On peut être en désaccord avec certains aspects du rapport, mais il est salutaire qu'une discussion puisse avoir lieu. Vous mettez immédiatement, par le vocabulaire que vous choisissez, une violence dans la discussion, afin non pas de dire que cela va réveiller la guerre scolaire, mais vous menacez, vous, de la réveiller, en vérité. C'est ça que vous faites. Vous menacez les parlementaires de dire que s'ils osent s'en prendre aujourd'hui sur cette gestion discutable d'enseignement privé confessionnel, vous menacez, vous, à l'image de ce que vous avez fait dans les années 80, de remobiliser une partie de la population pour défendre ses intérêts privés. Je félicite les rapporteurs et je pense que les députés qui sont si vifs devraient quand même avoir un certain attachement au service public et arrêter de défendre les intérêts privés. Merci, monsieur le député. Donc, comme je l'avais dit, madame Annie Genevard, pour 1 minute. Merci, madame la présidente. Moi, j'ai 2 questions très rapides à poser. Considérez-vous que les établissements privés remplissent une mission de service public de l'éducation? Ce que vient de contester à mi-mot M. Corbière. Deuxième question. Vous avez beaucoup insisté dans votre rapport sur le financement par les collectivités territoriales. Comment conciliez-vous les obligations auxquelles vous voulez les soumettre
avec la libre administration des collectivités publiques. Merci, Madame la députée. Rodrigo Arenas. Pour merci, une Madame la minute. Présidente, Messieurs les rapporteurs. Je tiens d'abord à les remercier pour la qualité de ce rapport qui marque à la fois des certitudes, c'est-à-dire des choses qui ont été objectivées, et d'autres qui sont des zones d'ombre. Alors, je tenais quand même à répondre à certaines interpellations. Il ne s'agit pas de faire une chasse à une quelconque confession qui soit, mais au contraire de montrer un fonctionnement. Un fonctionnement qui d'ailleurs rend peut-être pas hommage aux religions auxquelles ils sont censés éduquer les enfants, puisqu'ils prônent la charité, et charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc au-delà de ça, il s'agirait de lever un peu l'inconnu sur un certain nombre de choses, et je voudrais poser la question au rapporteur: que faudrait-il faire pour avoir exactement le coût de l'enseignement privé, puisqu'il a été dit qu'il y avait une difficulté à le faire, pour bien raison, et aussi quelles seraient les méthodes à mettre en place pour pouvoir le consolider avec notamment les participations des collectivités territoriales, dont certaines s'affranchissent de leurs réserves, puisqu'elles vont au-delà de leurs compétences obligatoires, et notamment, vous comprendrez dans mon angle de vue, les écoles privées hors contrat avec l'État, qui ne sont pas l'objet du rapport, mais qui sont aussi une partie fondamentale dans l'aspect idéologique et militant qui parfois sont mis en avant. Je vous remercie. Merci. Messieurs les rapporteurs, c'est à vous pour les réponses à nos collègues. Je vais commencer par la question que pose Madame Meunier sur les raisons qui conduisent des familles à faire le choix de l'enseignement privé. Elles sont sans doute diverses, mais l'une de celles qui m'est apparue de façon la plus évidente, c'est l'effondrement de l'école publique. Quand dans l'école publique, il n'y a plus de professeurs pour remplacer les absents, quand littéralement le bâti tombe sur la tête des élèves, eh bien, ceux qui en ont les moyens, parce que ça n'est pas toutes les familles non plus, même si le coût de la scolarité dans les établissements privés sous contrat, il est relativement modeste parce qu'il est subventionné, mais c'est une dépense qui est inaccessible à certaines familles. Ceux qui en ont les moyens font le plus souvent ce choix. C'est là, sans doute, la principale explication, et nous en avons discuté avec des représentants de parents d'élèves. Pour le reste, Madame Meunier, je vous invite peut-être à lire entièrement le rapport. Vous n'y trouverez nulle part la proposition de supprimer l'école privée sous contrat, nulle part, à aucun moment, pas même suggéré, pas même dessiné. Donc vous nous portez, en tout cas peut-être à moi, peut-être à nous deux, des intentions qui ne sont pas les nôtres et qui n'apparaissent nulle part dans le rapport. Je vous le dis peut-être avant que vous prononciez par votre vote sur l'appréciation de du travail que nous avons accompli pendant 6 mois. Madame Antoine et Madame Melchior, je vais vous répondre ensemble sur ces points qui sont importants pour moi, et je vous remercie de vos questions parce qu'elles me permettent de préciser mes vues quant aux lois Carle et à ce qui reste de la loi Fallou et de la loi Astier. Je vais distinguer un peu mes réponses. Pour ceux qui relèvent des héritages de la loi Fallou et de la loi Astier, qui sont 2 lois qui autorisent les subventions d'investissement des collectivités territoriales au collège et au lycée privé, je crois qu'elles s'inscrivent dans une forme de dérive parce que, de mon point de vue, elles financent du patrimoine privé. Elles financent des biens immobiliers qui peuvent être vendus à l'occasion de transactions immobilières et participer de logiques de plus-value à cette occasion. Et dans ce cas, les fonds publics, eh bien, ils vont, au fond, enrichir la caisse d'un organisme de gestion et ne reviennent pas à la collectivité. C'est pour moi, de mon point de vue, quelque chose qui nous éloigne des enjeux éducatifs. Et je propose donc de clarifier le cadre actuel parce que ce sont des possibilités qui sont ouvertes aujourd'hui aux collectivités. Toutes n'y recourent pas, toutes de la même façon. Et donc je propose d'interdire, en raison de cette subvention à la construction de patrimoine privé, ces dispositifs. Pour ce qui est de la loi Carle, ça a été une découverte pour moi, je ne sais pas pour mon co-rapporteur, mais d'abord, parce que cette loi m'intéressait, de découvrir qu'elle n'était pas appliquée. En tout cas, dans beaucoup d'endroits, la loi Carle n'est pas appliquée. Alors, elle est d'abord mal faite. Elle est inopérante. Sans doute que son rédacteur avait d'autres objectifs pour elle, mais l'AMF, par exemple, nous a décrit comment elle n'était pas appliquée. Et donc, si c'est une loi qui n'est pas appliquée, c'est déjà un premier motif pour peut-être proposer de la supprimer. Mais en effet, Madame Antoine, je considère, et c'est un débat, je n'ai aucun problème, moi, avec le débat, et avec l'idée qu'il puisse se tenir et que toutes les positions, démocratiquement, puissent être exposées. Je considère que la loi Carle, elle œuvre à la désertification de l'école publique dans certains territoires, et que de ce point de vue-là, elle est de ce point de vue-là attentatoire à la liberté de choix des familles. C'est la raison pour laquelle, obsolète et attentatoire à cette liberté, je propose de l'abroger. Monsieur Rodrigo Arenas, comment avoir le coût exact de la dépense publique? Je crois de 2 façons.
Et nous proposons donc l'établissement d'un jaune budgétaire qui retracerait l'ensemble des dépenses de l'État hors programme 139. Il y a dans d'autres programmes des dépenses de l'État. Et puis, du côté... et par ailleurs, pardon, il y a une dépense qui n'est jamais comptabilisée. C'est des dépenses de niche fiscale. Les OGEC, les organismes de gestion, sont des associations de loi 1901 qui peuvent recevoir des dons. Ces dons sont fiscalement déductibles. Et c'est une dépense pour le budget de l'État. Elle n'est pas mesurée. Elle n'est mesurée par personne. D'ailleurs, ça peut être l'objet de fraude, nous a dit une direction régionale des finances publiques. Mais il faudrait intégrer ce type de dépenses à la mesure de la dépense de l'État. Et du côté des collectivités, il faudrait prendre en compte ces fameuses dépenses d'investissement qui sont souvent non retenues. Par exemple, la DEP ne les intègre pas à sa mesure. Donc voilà, lutter contre les sous-estimations et intégrer la totalité des dépenses permettrait d'obtenir une dépense totale. Madame Genevard, est-ce que les établissements privés sous contrat remplissent une mission de service public? Je crois insuffisamment. Parce que lorsque, par exemple, je reviens sur ce... Moi, ça me tient à cœur, la vaccination contre le papillomavirus. Et quand nous en avons parlé avec plusieurs de nos interlocuteurs, nous avons constaté qu'elle est parfois mise en œuvre, et parfois elle ne l'est pas. Et sur des critères qui semblent varier, au fond, à l'appréciation des chefs d'établissement ou des directeurs diocésains dans un certain nombre de cas. Moi, je pense que tous les établissements qui sont financés sur fonds publics devraient prendre en charge, sans discuter, cette politique de santé publique. Et quand je constate qu'ils ne le font pas, alors je considère qu'il n'y a pas une véritable prise en charge de la mission de service public. Enfin, vous nous interrogez sur la compatibilité de certaines de nos propositions avec le principe de libre administration des collectivités. Bien, si par la loi, par exemple, certaines subventions, les subventions d'investissement pour revenir, sont interdites, alors je crois que le périmètre d'action des collectivités serait tout à fait clarifié. Monsieur Weisberg. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de questions, notamment ma collègue Céline Calvez, sur la nécessité de mieux décentraliser, en fait, les décisions. Alors, comme toujours, quand on vient de se faire 8 mois d'audition et qu'on se rend compte qu'on a un peu omis la question des commissions mixtes que nous n'avons pas pu auditionner, parce que je pense que ça va exactement, c'est un modèle qui est très intéressant, mais il se trouve qu'on n'a pas... on n'en avait pas eu écho, donc on le revérifiera. Mais moi, si je devais vous dire, je crois profondément dans la nécessité de renforcer justement ces dispositifs des collectivités territoriales pour qu'elles puissent préciser leur politique publique en matière d'éducation. C'est quand même fondamental, c'est-à-dire qu'on donne des compétences à différentes collectivités, qu'elles choisissent un moment de financer, au terme de la loi Fallou, par exemple, des investissements d'infrastructures, je dirais tant mieux. C'est la beauté de la politique qu'on puisse présenter devant nos concitoyens des projets d'un conseil régional de telle ou telle sensibilité et qu'une majorité de droite, disons, choisisse un établissement, d'investir dans un établissement privé, peut-être dans une autre, même si ce clivage n'est pas totalement fiable, parce que comme vous l'avez dit, en Bretagne, ça n'a rien à voir, c'est plus ancré. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il est normal, selon moi, que les collectivités territoriales aient les moyens de choisir et de renforcer cette capacité justement à investir et d'y conditionner des objectifs. C'est tout à fait naturel et je pense que c'est nécessaire, d'où, je pense, dans ce rapport, pas mal de propositions qui vont dans ce sens-là. Madame Genevard, déjà, je crois tout à l'heure, où un autre collègue a parlé finalement du choix des familles. Les propositions qu'on fait par rapport notamment aux établissements qui se débarrassent de certains élèves, c'est pas quelque chose, ça n'est pas, mais encore une fois, ça n'est pas, on l'a entendu plusieurs fois. Mon collègue a parlé des statistiques. Moi, le nombre de fois où j'ai entendu mon aînée était excellente et elle a parfaitement réussi ses études dans cet établissement, et je ne révélerai pas de nom, mais mon second, il s'est fait plus ou moins éjecter parce que pour des motifs difficiles à comprendre. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'au fond, quand un établissement le fait, et le secrétariat général de l'enseignement catholique nous l'a dit, c'est un échec systématique quand cela arrive. Et donc, on souhaite, moi, par une de mes propositions qui est d'avoir un avis du recteur, que ces droits des familles soient respectés. Je peux vous dire, pour en avoir parlé à beaucoup de parents qui sont dans le privé, qu'ils sont très favorables à cette proposition. Ah bah oui, mais c'est quand même important, c'est quand même eux dont on parle. Donc pour moi, c'est plutôt... Après, Paul a fait le choix d'une sanction qui peut se comprendre parce qu'au fond, il faut essayer de déceler pourquoi certains établissements
ne prennent pas cette mission qui est d'accompagner un élève jusqu'au bout. Et ça devrait faire partie des critères de subvention. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire parce que je trouvais ça, on n'a pas réussi à se raccorder. Je trouvais que la sanction était symbolique. Enfin, en tout cas, elle n'était pas assez travaillée pour que je puisse vraiment, non pas que tu n'as pas travaillé, mais je trouvais que ça ne me paraissait pas pertinent de sanctionner par une sanction spécifique. Mais le public respecte, et c'est ce qu'on demande justement, c'est une des autres propositions, c'est qu'il respecte les mêmes conditions. Il y a un conseil de discipline. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'un élève qui se fait lâcher du privé se retrouve finalement dans le public parce qu'il n'y a plus d'autres solutions. Donc c'est important pour moi, c'est des principes de responsabilité, et franchement, quand on en a parlé au secrétariat général de l'enseignement catholique, ils admettaient que c'était un échec de ne pas accompagner un élève jusqu'au bout de sa scolarité. Alors, j'ai une spéciale FFE parce que Stéphane Mazard a posé une question sur le grand absent de ce rapport, c'est les établissements français, l'enseignement à l'étranger. Alors ça, vous le permettrez, c'est ma petite capsule circo, parce que quand je travaille sur ce rapport, je n'avais absolument rien pour ma circonscription, mais là, en quelques minutes, vous expliquez qu'on a un magnifique réseau à l'étranger. Et faire le lien peut-être avec notre sujet d'aujourd'hui, parce qu'il n'est pas directement lié. En fait, ça ne fonctionne pas sous contrat. Il y a des établissements en gestion directe, il y a des établissements partenaires selon les géographies et selon les établissements. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des professeurs qui partent à l'étranger pour faire une mission pendant 3 ou 6 ans, quand ils reviennent en fait en France, ils sont un peu handicapés par leur expérience à l'étranger. Et je crois que c'est un des points sur lesquels on pourrait travailler, notamment peut-être avec le réseau privé, c'est que, on n'a pas beaucoup parlé dans notre propos liminaire, mais une des raisons pour lesquelles les enseignants choisissent le privé, c'est pour avoir cette liberté de choix d'aller enseigner dans l'académie qu'on souhaite. Et donc ça, je pense qu'on pourrait travailler un peu plus précisément pour voir les passerelles entre une expérience à l'étranger et un retour en France. Ensuite, sur les points... Je crois que tu as répondu à la collègue Gardiella. Il y avait un point sur le service public. Est-ce qu'on considère, chers collègues, que c'est une délégation de service public ? Une délégation de service public, ça obéit à des objectifs de politique publique. La politique publique de l'éducation, elle permet soit d'assumer les choses en gestion directe, mais on peut aussi déléguer. Et moi, c'est vrai, sur ce sujet-là, j'ai probablement moins de certitude que mon collègue Vanier sur le fait qu'un établissement privé peut parfaitement réussir cela. Mais là aussi, et je crois que c'est très important, et sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec l'éducation, on cherche souvent à avoir des contrats qui permettent de garantir les obligations de celui qui gère, du gestionnaire. Donc je trouve pas choquant d'avoir des propositions qui renforcent les contrats pour que la politique publique soit assurée d'un certain nombre de mesures qui sont dans le contrat. Je trouve que ça va dans le sens de ce que vous dites, chers collègues. Merci. Merci, messieurs les rapporteurs, donc d'avoir répondu à tous nos collègues. Et donc maintenant, nous allons procéder au vote. Donc, je rappelle que nous allons voter par rapport à la publication du rapport, si nous autorisons ou pas la publication du rapport. Je ne vais pas me lancer dans une phrase dont je ne vais pas réussir à aller jusqu'au bout. Donc je vais vous lire la phrase consacrée. Il appartient désormais à la Commission d'autoriser la publication du rapport d'information en application du 7e alinéa de l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale. Donc je vais demander qui est pour cette publication. Voilà. Bon, c'est bon. Oui. Qui est contre ? La publication du rapport est donc autorisée. Je vous remercie, mes chers collègues. Messieurs, merci. Donc, messieurs les rapporteurs, alors, mes chers collègues, avant de vous dire que nous nous retrouvons demain pour l'examen de la proposition de loi visant à la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps méridien, puis la présentation des conclusions de la mission flash sur le sport au travail. Messieurs les rapporteurs, vous souhaitiez ajouter en mot de conclusion après le vote ? Remercier tous les collègues pour leurs questions, pour leurs interventions et formuler un vœu que ce rapport contribue à maintenir, contre toutes les tentatives pour le refermer, le débat sur le financement public des écoles privées ouvert.
Merci. Monsieur Weisberg. Je rajouterai que nombreuses des recommandations de ce rapport ne devraient susciter aucun clivage entre nous. Ce sont des principes de bonne gestion publique et au moins sur ces principes-là, on devrait pouvoir légiférer ou travailler avec le gouvernement pour les accepter. Puis surtout, parce que mon collègue l'a dit en début d'intervention, mais moi j'ai oublié de le dire, un immense merci aux administratrices qui ont travaillé avec nous sur ce rapport parce qu'elles ont fait un travail incroyable. Et croyez-moi qu'en dernière semaine, c'était un défi puisque nous avions des propositions qui divergeaient et elle a réussi magnifiquement à nous accorder. Donc merci beaucoup. Merci, monsieur les rapporteurs.